Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu confus, frustré, perdu, inquiet? Vous aimeriez être plus heureux, mais vous ne savez pas par quel bout le prendre. Je vais aujourd'hui, dans cette vidéo, vraiment aborder ces questions-là et j'espère vous donner des pistes sur ce sujet-là. Et pour moi, il y a vraiment 3 points d'appui intéressants par rapport à ce sujet. Je vais commencer par une étude que vous connaissez peut-être, qui est la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur, qui a été faite à Harvard. Elle a commencé en 1938 et ils ont suivi des adolescents jusqu'à leur mort, 700 adolescents, pour voir quelles étaient les composantes, les caractéristiques qui rendaient heureux en fait ces 700 personnes. Et l'étude continue aujourd'hui avec leurs descendants. Et alors ce qui est très frappant dans cette étude qui mélange vraiment tous les milieux sociaux, c'est qu'il y a un point commun, un dénominateur, qui fait que les gens considèrent qu'ils sont épanouis dans leur vie, et c'est la qualité de leurs relations. Les relations chaleureuses qu'ils entretiennent avec leurs collègues, avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Et alors, encore plus étonnant, ils se sont aperçus que ces personnes-là, qui disaient avoir des relations chaleureuses, épanouissantes, eh bien, sont en meilleure santé et vivent plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est donc nos relations permettraient finalement de gérer mieux le stress, ferait descendre nos taux de stress, de cortisol notamment dans le sang, et limiterait en réalité les inflammations du corps. Du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là et l'ouvrir pour voir comment être plus heureux nous-mêmes? 3 points importants. La première, c'est donc comment entretenir, développer la qualité de nos relations, et donc développer ce qu'on appelle de l'aptitude sociale. Deuxièmement, pour moi, un point très important, c'est comment je cultive ma joie. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Comment je peux suivre mes désirs? Parce que c'est aussi ça qui nous permet d'être épanoui. Et troisièmement, comment je peux avoir un projet professionnel ou personnel qui ait du sens pour moi, dans lequel je m'implique et dans lequel il me semble participer en accord avec mes valeurs à quelque chose qui permet et à moi et au collectif humain d'avancer. Alors, par rapport à la joie, ce qui est important, c'est que la joie en réalité, elle est presque politique. Gilles Deleuze disait finalement le pouvoir a besoin de corps tristes, et la joie est déjà une résistance, est déjà une puissance de vie qui s'exprime. Donc la suivre est pas anodin. Mais la première chose, c'est pour savoir ce qui nous met en joie, il faut se connaître un peu. Il faut s'écouter, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir travailler sur soi, se connaître et être accompagné parfois à le faire. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour pouvoir le développer? On peut avoir des centres d'intérêt, des loisirs qui nous mettent en énergie, des types de relations ou d'activités qui nous mettent en énergie, et des activités professionnelles aussi qui nourrissent certaines valeurs, ou ça nous fait plaisir de faire certaines choses. Donc la première chose, c'est de les connaître, de les chercher. Elles peuvent bouger avec l'âge aussi, et ensuite de voir comment on peut venir les nourrir. Ensuite, par rapport à la joie, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est comment est-ce que je vais pouvoir exprimer qui je suis. Accueillir qui je suis complètement, avec ses désirs, qui peuvent être parfois atypiques, et les exprimer. Cette expression, c'est intéressant, je trouve, de considérer que le corps est très important. Le corps va nous donner des informations sur ce qui nous met en énergie ou pas, ou ce qui nous stresse ou pas. Et par rapport aux relations, quelque part, il y a une actrice que j'aime beaucoup qui dit « Cuddle is everything ». Le contact physique est vraiment quelque chose qui va permettre au corps de déstresser, pouvoir parler quand ça va pas, des choses va permettre de relativiser, de se sentir compris, entendu. Et c'est ce facteur-là, à mon sens, par rapport à l'étude d'Harvard, qui fait diminuer le stress. Maintenant, on va parler d'aptitude sociale. Peut-être aujourd'hui, vous avez du mal à rencontrer des personnes, vous avez du mal à garder les relations que vous avez, ou à trouver suffisamment de satisfaction dans ces relations. L'aptitude sociale est une capacité qui se muscle. Il y a des personnes qui sont très douées pour ça au départ, mais ça s'entretient, et des personnes qui ont besoin de développer cette aptitude. Cette aptitude-là, on peut voir qu'il y a finalement 3 parties: comment rencontrer des personnes, comment entretenir les relations qu'on a,
et comment après, avec les relations qu'on a, garder une forme de curiosité radicale par rapport aux personnes. La première chose, donc on va dire le premier conseil pour rencontrer des personnes, c'est déjà pour moi de ne pas désespérer. Longtemps, j'ai eu la sensation d'être dans des groupes d'amis et d'être un petit peu frustrée ou de me sentir un petit peu à côté ou d'avoir envie de discussions d'un autre type et de me dire peut-être qu'il n'y a que moi qui ressens ça. En réalité, ça a mis du temps, mais c'est chercher sa tribu, chercher ses tribus. Des gens qui ont envie, comme vous, de discuter de certains sujets, qui ont envie, comme vous, de faire des hugs, qui ont envie, comme vous, de pratiquer un certain nombre de discussions ou d'activités. Donc déjà, de ne pas désespérer, elles existent, mais il faut se mettre à leur recherche. La deuxième chose, c'est que cette aptitude sociale, quand on a à rencontrer les gens, on peut partir du principe de « Ok, maintenant je me connais un peu, je sais quelles sont les activités qui m'intéressent », c'est essayer d'aller dans des endroits où les gens pratiquent la même activité que vous, qui ont donc des centres d'intérêt comme les vôtres. Mais vous me direz, parfois ça suffit pas, voilà, on pratique l'activité parfois pendant des années et puis on rencontre pas les gens à côté de nous. Là, il y a autre chose qu'on peut faire. Il y a vraiment faire l'effort, et encore une fois ça se muscle, d'aller vers les gens. Et dans un premier temps, c'est pas tant de parler que de développer la capacité d'écouter avec curiosité. D'écouter, de poser des questions. On a beaucoup l'habitude d'écouter parfois, surtout pour parler nous, et dire ah oui moi aussi, ah ouais c'est hyper intéressant, moi aussi j'ai fait ça, etc. Et donc parler est un besoin, certes, et dire qui on est et ce qui nous plaît, etc. est un besoin, mais écouter est un art, et cet art il se développe. C'est vraiment écouter, avec curiosité, avec intérêt. La métaphore que j'aime bien, c'est vraiment comme quand on part dans un pays étranger. C'est-à-dire, on ne connaît pas les codes, c'est la bulle de réalité de l'autre, et c'est rentrer dans cette bulle, ouvert, attentif, et poser des questions. Ah tiens, c'est marrant, comment tu fais ça? C'est drôle, qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est vraiment venir poser des questions et s'intéresser à l'autre, qui va être important à muscler. Donc voilà les 2 points d'appui que je donnerais quand il s'agit de rencontrer des personnes. Et encore une fois, je sais que c'est pas forcément facile et ça peut être intéressant d'être accompagné par un coach pour développer cette aptitude sociale, évidemment, quand il nous semble qu'on n'y arrive pas tout seul, quoi. Maintenant, il y a d'autres qualités qui vont être intéressantes à développer et qui sont par exemple la capacité d'empathie. Est-ce que quand quelqu'un me parle, j'arrive à imaginer en pensée ou émotionnellement ce qu'il peut ressentir comme si j'étais lui? L'empathie est très différente de la sympathie. Quand on est en sympathie avec quelqu'un, on souffre avec lui et parfois on sort vidé d'une conversation ou d'une interaction. La sympathie, elle a rien de mal en soi, c'est être en soutien, souffrir avec. Mais l'empathie, elle est intéressante parce qu'on peut ressentir comme si on était la personne sans l'être, ce qui nous permet du recul pour parfois pouvoir l'aider mieux à sortir de son espace problème et poser des questions et venir interroger à d'autres endroits, ce qui va lui donner en général plus de perspective, d'ouverture quand elle est en difficulté et plus de prise de recul. Il y a une autre chose dans cette aptitude sociale qu'on minimise souvent, c'est que 70% de notre communication est non verbale. Donc mes mots, certes, sont importants, mais encore plus important, c'est l'ouverture du corps, le sourire, vraiment cette intention d'ouverture, elle va se sentir dans le corps. Parce que si je vous parle comme ça en disant « Ah ouais, et toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ?» Ouais. Ben, en fait, c'est très contre-productif. Donc, prendre conscience de ce qu'on dégage en non-verbal et travailler cette curiosité, cette ouverture, ce sourire, va être super important aussi. Dans cette aptitude sociale, il y a la capacité aussi à être écouté, à avoir de l'impact quand on parle, à convaincre. Ça ne vient pas avant d'écouter vraiment l'autre, de poser des questions, parce qu'on va être d'autant plus convaincant quand on a vraiment conscience de ce qui intéresse la personne et qu'on va adapter notre discours en fonction de ce qui intéresse la personne. Convaincre ne veut pas dire forcer les gens à faire ce que j'ai envie qu'ils fassent.
Convaincre, c'est avoir réussi à dégager l'intérêt mutuel qu'on pourrait avoir à deux à faire quelque chose, et c'est prendre en compte l'intérêt de l'autre. C'est grâce à ces qualités d'écoute, de reformulation, de faire un contenu qui va inclure les intérêts de la personne, les décisions que j'ai envie qu'elle prenne, incluant finalement le fait qu'elle y a un intérêt aussi, parce que si elle n'y a pas d'intérêt, c'est de la manipulation, et de voir comment on peut trouver quelque chose, un accord qui soit satisfaisant pour les deux parties. C'est ça, convaincre. Une autre chose qui est pour moi un point d'appui très fort, c'est que si je ne dis jamais ce que je pense et ce que je ressens, si je ne me montre pas, parce que j'ai envie de me protéger, pour plein de raisons, en fait, certes, je me protège, mais personne n'a accès à moi. Ça empêche les gens qui vous trouveraient intéressants, qui partagent des valeurs, de venir vers vous. Certes, on ne se montre pas, donc on risque moins d'être jugé, ou voilà, mais ça a vraiment un gros désavantage pour ce qui est de créer de l'intimité dans des relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles avec des codes un peu différents. C'est j'ai besoin de dire avec authenticité ce que je pense, ce que je ressens d'une manière appropriée. Et si je me montre jamais, je risque pas de rencontrer des gens avec qui les échanges sont intéressants et nourrissants. Il y a un troisième point qui me semble important aussi, c'est développer des projets professionnels ou de loisirs qui ont du sens pour moi. Vous avez des valeurs importantes pour vous. Ces valeurs, elles vous ont fait développer des qualités. Et quand elles sont nourries, ces valeurs, vous vous sentez en énergie. Vous vous sentez bien. Et donc, développer un projet professionnel ou à côté du travail qui a du sens pour vous, ça vous permet une estime de vous-même importante, ça vous permet de grandir, d'apprendre. Évidemment, il va y avoir de l'adversité, mais ça a du sens pour vous de nourrir ces valeurs-là, donc d'être porteur pour vous d'apprentissage. Et vraiment, pour moi, en termes de ce que ça permet comme énergie et comme... Alors, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais dans mon cas, d'avoir la sensation de participer à quelque chose qui va dans le sens d'un monde meilleur, c'est important. Ça enlève le sentiment d'impuissance. Si on écoute les informations aujourd'hui, on a vite plus d'énergie devant les atrocités, ce qui se passe au niveau politique, au niveau social. Ce qui m'aide, moi, dans ces cas-là, il y a un koan très beau qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse ». Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prennent soin, qui font des choses super, dont on n'entend jamais parler. Et c'est peut-être vous. Et ces gens-là permettent un équilibre du monde, permettent que notre monde ne se soit pas déjà écroulé sous les atrocités. Et quelque part, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à faire pousser cette forêt ? Vous faites déjà des choses et vous pouvez sans doute en prendre conscience et les faire pousser plus. Moi personnellement, j'écoute les arbres qui tombent avec parcimonie, ou en tout cas j'essaye de compenser ces informations-là par d'autres choses. Après, les arbres qui tombent me donnent parfois envie de résister, mais ça peut drainer beaucoup son énergie aussi. Voilà ce que je dirais et pourquoi c'est important d'avoir des projets qui ont du sens. Et quand on ne sait pas quel est le sens, on va revenir à la connaissance de soi. Qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi ? À quoi j'ai envie de contribuer dans le monde qui me fait du bien, qui me met en joie et qui donc aura un effet tache d'huile, boule de neige sur les autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager votre avis, à commenter, à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et d'ici là, portez-vous en joie et à très vite.